Lire en chœur, une émission hebdomadaire dédiée à la pratique de la lecture à haute voix en ligne. Les comédiens du Théâtre de l'Adret vous souhaitent la bienvenue et vous remercient de votre participation. Lire en chœur abolit les distances, dévoile les auteurs, suscite réflexion, concentration, émotion. Lire en chœur connecte francophones et francophiles. En direct sur la plateforme Ever de l'Université de Strasbourg. En différé sur le site du Théâtre de l'Adret et autres sites partenaires. Les textes à lire en chœur sont à télécharger avant l'émission sur le site www.théâtre-adret.fr. Le livre est ailleurs. Une chronique de Lorenzo Soccavo, chercheur en prospective du livre et de la lecture. En introduction à sa chronique, Lorenzo Soccavo vous propose un extrait de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir. Je serai le gros coco. Et vous serez Alice. Parler sur la voix du ou des comédiens. Lorsque le texte est en rouge. Trouver l'unisson par l'écoute. Prendre une inspiration après un point. Marquer plus brièvement les virgules et points-virgules. Pensez à bien attaquer et soutenir la phrase jusqu'au bout. Chapitre 6. Le gros coco. Quand moi j'emploie un mot, déclara le gros coco d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus ni moins. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. Alice fut beaucoup trop déconcertée pour ajouter quoi que ce fût. Aussi, au bout d'un moment, le gros coco reprit. Il y en a certains qui ont un caractère impossible, surtout les verbes, ce sont les plus orgueilleux. Les adjectifs, on en fait tout ce qu'on veut, mais pas les verbes. Néanmoins, je m'arrange pour les dresser tous tant qu'ils sont, moi. Impénétrabilité. Voilà ce que je dis, moi. Voudriez-vous m'apprendre, je vous prie, ce que cela signifie ? Demanda Alice. Voilà qui est parlé en enfant raisonnable, dit le gros coco d'un air très satisfait. Par impénétrabilité, je veux dire que nous avons assez parlé sur ce sujet et qu'il vaudrait mieux que tu m'apprennes ce que tu as l'intention de faire maintenant, car je suppose que tu ne tiens pas à rester ici jusqu'à la fin des jours. C'est vraiment beaucoup de choses que vous faites dire à un seul mot, fit observer Alice d'un ton pensif. Quand je fais beaucoup travailler un mot, comme cette fois-ci, déclara le gros coco, je le paie toujours beaucoup plus. Oh ! S'exclama Alice qui était beaucoup trop stupéfaite pour ajouter autre chose. Ah, faudrait que tu les vois venir autour de moi le samedi soir, continua le gros coco en balançant gravement la tête de gauche à droite et de droite à gauche, pour qu'ils touchent leur paye, vois-tu ? Alice n'osa pas lui demander avec quoi il les payait. C'est pourquoi je suis incapable de vous l'apprendre. Vous avez l'air d'être très habile pour expliquer les mots, monsieur, dit-elle. Voudriez-vous être assez aimable pour m'expliquer ce que signifie le poème Jabberwocky ? Récite-le-moi. Je peux expliquer tous les poèmes qui ont été inventés jusqu'à aujourd'hui, et un tas d'autres qui n'ont pas encore été inventés. Ceci paraissait très réconfortant. Aussi, Alice récita la première strophe. Il était grilleur. Les slictueux giraient sur la loin des vriblets. Tout flivoreux allaient les borogoves. Les verchons fourgus bourniflaient. Ça suffit pour commencer, déclara le gros coco. Il y a tout plein de mots difficiles là-dedans. Grilleur, c'est 4 heures de l'après-midi, l'heure
où on commence à faire griller de la viande pour le dîner. Ça me semble parfait. Et slictueux? Eh bien, slictueux signifie souple, actif, onctueux. Vois-tu, c'est comme une valise. Il y a 3 sens empaquetés en un seul mot. Je comprends très bien maintenant, répondit Alice d'un ton pensif. Et qu'est-ce que l'étoffe? Eh bien, les tauves ressemblent en partie à des blaireaux, en partie à des lézards et en partie à des tire-bouchons. Ce doit être des créatures bien bizarres. Ah, pour ça, oui. Je dois ajouter qu'ils font leur nid sous les cadrans solaires et qu'ils se nourrissent de fromage. La chronique de Lorenzo Soccavo. Alice et le plat pays. Comme le découvre la jeune Alice de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir, le monde est plein de créatures bien bizarres. Dans les années 1930 aux États-Unis, 2 linguistes et anthropologues, Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf, auraient pu lui expliquer que le monde, tel que nous le percevons, dépend en grande partie du langage que nous utilisons pour le décrire. C'est ce que l'on appelle depuis l'hypothèse Sapir-Whorf. Je pense qu'elle se vérifie empiriquement. Albert Camus l'a exprimé autrement avec son fameux « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Et ce n'est pas une blague. Ceux qui décident de ce que les mots veulent dire et qui tricotent des définitions sont les maîtres du jeu. Tout, finalement, nous le verrons au cours de ces chroniques, est histoire. Et là, c'est histoire de paroles performatives. Le fiat lux en quelque sorte. Que la lumière soit et la lumière fût. Et ce n'est pas du domaine de la croyance, non. Les mots réalisent effectivement ce qu'ils énoncent. Quand vous dites par exemple « je jure de dire la vérité », le simple fait de le dire constitue l'acte de jurer. Idem quand un officier d'état civil dit « je vous déclare mari et femme » ou un prêtre « je te baptise ». Lorsque je parie, que j'ordonne ou que je promets, le simple fait de le dire réalise dans les faits ce que je suis en train de dire. Certes, ce n'est pas encore un abracadabra, mais notre langage n'en égrène pas moins à notre insu les mots comme des graines de sésame, un symbole bien connu de la fertilité, comme des graines de sésame qui tomberaient sur un plateau de cuivre. Et ce petit bruit permanent nous assourdit. C'est comme un acouphène, un bourdonnement d'oreilles auquel nous serions habitués, mais qui, s'il venait par miracle à cesser, nous nous rendrions dès lors compte combien il nous abrutissait en vérité. En ce moment, par exemple, vous m'entendez, mais m'écoutez-vous? Non, pas vraiment, car dans votre tête, votre monologue intérieur se poursuit sans cesse. Sans cesse, les graines de sésame rebondissent et résonnent sur le plateau. Si seulement vous pouviez y croire, et lancer à tue-tête « Sésame, ouvre-toi », alors peut-être une porte s'ouvrirait-elle sur un autre monde. En 1947, par sa seule puissance sur le langage, Albert Camus a ainsi fait surgir du néant une ville entière, un autre monde, un Orient imaginaire, celui de la peste, et, à un autre niveau de lecture, une analogie de la France sous l'occupation allemande. En 1884, un théologien anglais, du nom d'Edwin Abbott, écrivit lui une utopie baptisée Flatland, le plat pays. De quoi s'agissait-il? D'un monde à 2 dimensions, habité par des formes géométriques à 2 dimensions également. Ce qu'il en ressort est bien que dans un monde à 2 dimensions, des individus à 2 dimensions ne peuvent pas apercevoir la 3e dimension qui nous est pourtant, à nous autres, si familière. Mais réfléchissez. Cela veut dire aussi que dans un monde à 3 dimensions comme le nôtre, des individus à 3 dimensions comme nous ne peuvent pas apercevoir une 4e dimension. Ce que je veux dire, c'est que le réel, comprenez-moi bien, n'est qu'une question de point de vue, et que notre point de vue est conditionné par notre langage. Pensez-y, nous en reparlerons. Avant de donner la parole aux auteurs, concluons cette chronique par un extrait de Flatland de Edwin Abbott. À l'identique de la première lecture, repérez le texte en rouge et parlez sur la voix du ou des comédiens. Pensez à bien respecter la ponctuation.
à bien attaquer les phrases et à soutenir les finales. Chapitre 1 de la nature de Flatland. J'appelle notre monde Flatland, le plat pays, non point parce que nous le nommons ainsi, mais pour vous aider à mieux en saisir la nature. Vous, mes heureux lecteurs, qui avez le privilège de vivre dans l'espace. Imaginez une immense feuille de papier sur laquelle des lignes droites, des triangles, des carrés, des pentagones, des hexagones et d'autres figures, au lieu de rester fixes à leur place, se déplacent librement sur ou à la surface, mais sans avoir la faculté de s'élever au-dessus ou de s'enfoncer au-dessous de cette surface, tout à fait comme des ombres. À cela près qu'elles sont dures et ont des bords lumineux. Et vous aurez une idée assez exacte de mon pays et de mes compatriotes. Hélas, il y a quelques années encore, j'aurais dit de mon univers. Mais à présent, mon esprit s'est ouvert à une conception plus haute des choses. Vous vous rendrez compte immédiatement que dans un pays semblable, il ne peut exister rien de ce que vous appelez solide. Toutefois, vous supposerez, me semble-t-il, que nous sommes au moins à même d'opérer visuellement une distinction entre ces triangles, ces carrés et ces autres figures qui s'y déplacent comme je vous l'ai décrit. Au contraire, nous ne pouvons rien percevoir de tel, au moins avec une netteté suffisante pour nous permettre de distinguer une figure d'une autre. Nous ne voyons, nous ne pouvons voir que des lignes droites. Et je vais vous en démontrer sur le champ la raison. Placez une pièce de monnaie sur l'une de vos tables dans l'espace. Et, en vous penchant dessus, observez-la. Elle vous apparaîtra sous la forme d'un cercle. Mais à présent, reculez vers le bord de la table en vous baissant progressivement. Ce qui vous rapprochera de plus en plus des conditions dans lesquelles vivent les habitants de Flatland. Et vous constaterez que sous votre regard, la pièce devient ovale. Enfin, quand vous aurez placé votre œil exactement au bord de la table, Ce qui fera réellement de vous, pour ainsi dire, l'un de mes compatriotes, vous verrez que la pièce a complètement cessé de vous paraître ovale et qu'elle est devenue, à votre connaissance, une ligne droite. les auteurs aussi. Une prise de parole, un chemin de vie, une lecture éclectique. Alors nous sommes donc pour cette première séance avec trois amis auteurs. Daniel Dussault de Thetford Mines au Québec, Denis Morin qui est également québécois, qui est à Montréal lui, et puis Bertrand Runs qui est le français, qui est à Jouy en Josas. Donc vous avez entendu ce premier opus de cette chronique. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos réactions? Et comment c'est les perspectives que j'ai essayé d'ouvrir et que j'ouvrirai de plus en plus, j'espère, d'opus en opus, de chronique en chronique au fil du temps. Comment ces perspectives font-elles écho par rapport à votre expérience et d'auteur et de lecteurs et de lectrices? Alors Bertrand, peut-être en premier? Bonjour. Eh bien, pour répondre à ta chronique, Lorenzo, j'ai songé à vous parler d'un livre que j'ai écrit, qui est mon avant-dernier livre, qui traite notamment de la maladie d'Alzheimer. En fait, le narrateur, à travers les yeux de qui on voit l'histoire, Bernard, est un homme en milieu de vie qui a sous son toit 2 jeunes enfants, ce qui est une situation assez habituelle et n'a rien de surprenant en soi, mais parallèlement à ça, il héberge, on peut dire ça comme ça, il héberge son père, donc le grand-père des enfants, qui d'une part est en fin de vie, mais qui de plus est affligé de la maladie d'Alzheimer.
Et donc, pourquoi avoir choisi ça? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, chacun de ces personnages-là se trouve à un moment fondamental de l'existence, les débuts de la vie, le milieu de la vie, la fin de la vie, donc ne peut pas avoir la même vision du monde. Et puis, particulièrement, le grand-père, affligé de la maladie d'Alzheimer, lui, vit dans une autre réalité, ce dont parlait ta chronique. Voilà. Donc, j'ai choisi de vous parler de ce texte dont je vais vous faire lecture, le 3e chapitre maintenant. Donc, voilà. Alors, ce que je vais vous lire est un chapitre, le début d'un chapitre, donc de ce roman qui s'appelle N'oublie pas de mourir et qui met donc en scène cette famille sous un même toit, avec les 3 âges de la vie fondamentaux. Alors juste une toute petite précision, je vous ai dit préalablement que j'étais aussi un auteur de nouvelles. Ce roman possède la particularité que chaque chapitre est bâti comme une nouvelle, avec une cohérence interne, donc on pourrait retrouver chaque chapitre dans un recueil de nouvelles, si ce n'est que là, on doit les lire vraiment, chaque chapitre impérativement les uns à la suite des autres, sinon ça n'a plus de sens. Tandis qu'un recueil de nouvelles peut être pris finalement dans le désordre et non pas celui proposé par l'auteur. Voilà, et donc chaque chapitre a un titre comme une nouvelle. Là, celui-ci s'appelle Bonjour. Quelques jours plus tard, la nuit avait été pourtant particulièrement calme. Après l'avoir laissé 1 minute seul devant son petit déjeuner, je le retrouvai, la serviette plaquée devant le visage, à l'aide de la main gauche, façon hors-la-loi pour l'attaque de la diligence, tandis que de la droite, il maintenait fermement son bol de café au lait renversé sur le dessus du crâne. Du coup, l'inscription « Bonjour » peinte sur la faïence se présentait à l'envers. Elle semblait d'une langue étrangère, le mot de passe kabbalistique de quelque secte dont mon père eût été l'adepte fervent, le grand illuminé. On ne voyait plus que ses yeux. J'en fus retourné. Pourtant, je ne dis rien. J'allais m'asseoir juste en face de lui. J'entrepris placidement de finir mes tartines et mon thé, comme si tout cela était parfaitement normal. Encore une fois, sans rire, sans pleurer. On finirait presque par s'habituer. Et tout le temps que cela dura, je sentis que son regard ne me lâchait pas. Ses yeux accompagnaient le moindre de mes mouvements. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être espérait-il un signe du fond de sa nuit, un geste de ma part, que je le tire de là, que je le ramène à la raison, à la maison. Il en aura été pour ses frais. Il aura gâché la fin de son café pour rien. Je suis resté stoïque et faussement indifférent, croyant bien faire, de peur de l'exciter davantage. Une fois ma dernière gorgée avalée, je me suis contenté de débarrasser mes affaires. J'ai traîné un peu dans la cuisine, passant et repassant l'éponge autour des brûleurs à gaz, puis sur le plan de travail, réorganisant les étagères du réfrigérateur, balayant le carrelage, pliant soigneusement le torchon en 4. À la fin, il a tout de même fallu que je revienne dans le salon. Et là, incroyable, tout était rentré dans l'ordre, sans plus d'explication. C'est infiniment perturbant, on ne peut jamais savoir. D'une seconde à l'autre, tout peut basculer, dans un sens comme dans l'autre, surtout dans l'autre. Mon père se tenait à présent convenablement à sa place, bien droit sur sa chaise, la serviette autour du cou, les mains de part et d'autre de son bol et de son assiette, sans même un coude sur la table, rien à redire, bon garçon. Seules quelques traces humides et brillantes de café dans ses cheveux et sur son front attestaient que je n'avais pas rêvé, comme si les limaces qui petit à petit grignotent sa tête de chou s'étaient promenées aussi par là, avant de retourner à l'intérieur en passant par les oreilles. La journée s'annonçait bien. Très bien, merci Bertrand. Daniel, alors, ton écho sur cette lecture, est-ce que tu projettes, toi, de nous lire? Bien, je suis d'abord très très contente d'avoir pu mettre en perspective, selon ta chronique, Lorenzo, toute une pratique de lecture que j'essaie de développer depuis quelques années. Je me suis intéressée, entre autres, à la pratique du carnet littéraire et j'ai eu la chance, l'an dernier, d'aller de séjourner au Récollet de Paris. En fait, c'est un monastère restauré qui se trouve tout près de la gare de l'Est. Et j'ai pu approfondir à ce moment-là la pratique du carnet littéraire, qui pour moi offre une avenue exploratoire, parce que souvent dans le carnet littéraire, on explore une pensée qui est, je dirais moi, déambulatoire.
Donc j'ai écrit à partir de ce thème, c'est-à-dire du thème de l'exil et de la survie identitaire en milieu urbain. Je pense que le 10e arrondissement offrait vraiment tout un décor pour que je puisse explorer cette veine-là. Alors la lecture que je vais faire, ça va être un extrait qui va porter sur les Récollets, autour des Récollets de Paris et du 10e arrondissement de Paris. Dans ce 10e mythique et auréolé de mystère, c'est la rue qui joue son rôle le plus percutant. Car tout se passe dans la rue. Les drames, les histoires de cœur, les bousculades, les petites vengeances. Elles s'accumulent sous le regard impavide des agents et de leurs mitraillettes. Mais il y a la bonté aussi. Celle qui surgit à l'improviste, à travers un sourire, un mot d'humour, une main tendue. Aussi souvent que possible, j'essaie de capter ces instants de tendresse. Près des portes Saint-Denis, je m'émeus ainsi à regarder cette femme donner à manger à un petit chat qu'un indigent abrite. Dans ce quartier du peuple, ce n'est pas la famille disloquée qui fait office de tissu humain, mais le voisin, l'autre, celui qui marche à côté de vous, qui hurle son existence dans un portable tandis que vous martelez la vôtre, à travers un texto. Tout cela vous happe du boulevard de Strasbourg jusqu'aux portes Saint-Martin. Ici, il n'y a pas de frères, pas de sœurs, ni d'épouse. On ne trouve pas de mari pour vous tenir le bras. Mais il y a l'autre, celui qui, comme vous, se retrouve dépossédé de lui-même, pris dans le filet de l'exil. Et c'est cela précisément qui vous mène à une sorte d'attendrissement qui mûrit dans le cœur, qui s'élargit en un amour singulier, presque inouï, un amour qui vous rend heureux. Cela vous porte infailliblement à aller en route vers l'inconnu, ce proche, en même temps que vers vous-même pour vous accueillir. Il m'arrive de marcher librement dans la foule d'indigents qui se rassemblent, avenue de Verdun, sous la fenêtre des Récollets. Ceux que l'on appelle les démunis laissent traîner leurs pas sur la chaussée pour saisir la nourriture qu'on leur distribue d'un geste aveugle. Ils la partagent avec d'autres, qui ne trouvent plus le courage d'arrêter de boire. Ces frères que je ne connais pas me rejoignent dans mon vœu, un jour de donner des ailes à la communauté humaine qui souffre, qui trébuche, se relève. J'ai le trop grand désir encore d'élever les miennes au-delà de l'exil, à travers une bonté qui toujours me chavire. J'écris ainsi des cartes postales au sujet de tous ces frères qui sont les miens. Très très bien, très très bien. Et puis ça nous introduira aussi, comme ça je pense, à un autre rythme d'écriture, un autre rythme de narration, et comment aussi ce type de vibration, disons, peut donner vie, peut donner l'impression d'un autre espace, une autre circulation, à la fois et dans la lecture et dans le texte, je pense, et puis dans l'imaginaire des lecteurs. Denis, de ton côté? Oui, de mon côté, ta chronique m'a semblé a fait écho à ce que je fais en termes d'écriture, c'est-à-dire que je m'intéresse à la poésie biographique qui consiste à choisir des personnages. En fait, c'est d'aller à la rencontre de ce que le personnage a été, de ce qu'il représente pour nous. Et ça m'amène aussi à une réflexion sur ce que ce personnage-là, dans le cas par exemple de Camille Claudel, de ce que cette femme-là a voulu faire de sa vie, de ce qu'elle a voulu créer, également de certaines interruptions dans son parcours créateur.
Je pense qu'en général, on peut pas, en tout cas dans mon cas, je ne peux pas écrire sur un personnage qui m'indiffère. J'y vais tout simplement avec des coups de cœur pour des personnages comme Camille Claudel ou Debussy. Te rappelles-tu comment nous nous sommes connus? Rodin me trouvait ennuyant comme une pluie de novembre. Alors que je ne prisais pas ces pièces massives, une déconvenue à mes yeux, sur le sens de l'art, on peut bien se méprendre. Je te revois là, rangeant ton parapluie que tu oubliais si souvent et retirant ton chapeau simple, mais combien élégant. Tu t'asseyais sur le sofa, puis du xérès tu sirotais et, sur le clavier, j'improvisais ou mes nouvelles pièces, je te présentais. Pendant 2 ans, je t'ai parlé par les notes de mon piano noir-jet, et tu m'écoutais, silencieuse, attentive. Vers quel autre monde je te transportais? Me diras-tu ce qui te rendait si méditative? Un jour, tes lèvres prononcèrent des fausses notes, des mots durs. Il me semblait ne pas mériter ton cynisme avec tes mots morsures. Mes mains, aux doigts effilés, t'auraient joué encore bien des choses, et mon âme en retient toujours bien des échymoses. Dans mon salon tournoient 2 amants, en une valse ininterrompue, rappel de nos doux moments. Si tu savais ce que j'aurais fait pour te voir sourire, à nouveau t'entendre rire. Deux joues se frôlent, une dame s'abandonne à son cavalier, spirale musicale de 2 êtres qui s'enjôlent, elle drapée et lui nu, mais pudique tel un jeune premier. On ne sait trop si ces 2 corps se sépareront ou s'ils fusionneront. Transe giratoire à laquelle ils sont conviés, en 2 maintes fois on peut retourner le sablier. Chorégraphie à la fois sensuelle et nostalgique, enchantement hypnotique adressé par sa créatrice sculptrice, qui enrôle le spectateur dans le rôle du voyeur mélancolique. C'était un extrait du spectacle Camille Claudel, La valse des gestes,
auquel vous pouvez assister de manière permanente sur la plateforme Ever de l'Université de Strasbourg. Pour clore cette intervention des auteurs, un autre poème de Denis Morin à lire en chœur, Rituel, extrait cette fois de son recueil Barbara, ébène et ivoire, Dont nous avons réalisé également un spectacle permanent sur Ever, en hommage à cette grande dame de la chanson française. Pour lire en chœur ce poème, nul besoin de texte. Reprendre les paroles répétées par la comédienne. Et les vers de ce poème ont été volontairement doublés pour faire contrepoint, Permettre un changement de rythme et d'intention. chuchoter sur un rythme rapide Pour aller crescendo vocalement. et faire chœur avec la comédienne. De Denis Morin, Rituel. Il me faut un rituel. Il me faut un rituel. Avec un carnet. Un cœur à cœur quasi obscène. Un cœur à cœur quasi obscène. Un magnéto. Un piano. Il me faut un rituel. En longeant la Seine pour guérir des amours mortes. Il me faut un rituel sur scène. Pour que le public m'emporte. L'heure est maintenant venue d'aborder la lecture du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. L'action se situe dans l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles. Voici ce qu'en dit Victor Hugo en avant-propos. De l'Angleterre, tout est grand, même ce qui n'est pas bon, même l'oligarchie. Le patriciat anglais, c'est le patriciat dans le sens absolu du mot. Pas de féodalité plus illustre, plus terrible et plus vivace. Disons-le, cette féodalité a été utile à ses heures. C'est en Angleterre que ce phénomène, la seigneurie, veut être étudié, de même que c'est en France qu'il faut étudier ce phénomène, la royauté. Le vrai titre de ce livre serait « L'aristocratie ». Un autre livre qui suivra pourra être intitulé « La monarchie ». Et ces deux livres, s'il est donné à l'auteur d'achever ce travail, en précéderont et en amèneront un autre, qui sera intitulé 93. Hauteville House, 1869. Pour cette lecture de plus longue haleine, suivre pas à pas les comédiens comme précédemment. Former selon les indications 2 chœurs distincts, Penser à respirer. à bien articuler. Première partie, la mer et la nuit. Chapitre préliminaire 1. Ursus. Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme. Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement, il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'orviétan. Ce loup
docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, de place publique en place publique, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville. Un marché épuisé, ils passaient à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante qu'Homo, suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement, côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Quand la carriole s'arrêtait dans quelque champ de foire, Quand les commères accouraient béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait. Homo approuvait. Homo, une sébile dans sa gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Ursus était un misanthrope, et pour souligner sa misanthropie, il s'était fait bateleur. Pour vivre aussi, car l'estomac impose ses conditions. De plus, ce bateleur misanthrope, soit pour se compliquer, soit pour se compléter, était médecin. Médecin, c'est peu. Ursus était ventriloque. On le voyait parler sans que sa bouche remuât. Il copiait à s'y méprendre l'accent et la prononciation du premier venu. Il imitait les voix à croire entendre les personnes. Ursus était sagace, invraisemblable et curieux, et enclin aux explications singulières que nous appelons fables. Il avait l'air d'y croire. Cette effronterie faisait partie de sa malice. Il regardait dans la main des quidam, ouvrait des livres au hasard et concluait, prédisait les sorts, enseignait qu'il est dangereux de rencontrer une jument noire et plus dangereux encore de s'entendre, au moment où l'on part pour un voyage, appelé par quelqu'un qui ne sait pas où vous allez. Et il s'intitulait « Marchand de superstition ». Ursus médecin guérissait, parce que, ou quoique. Il pratiquait les aromates, il était versé dans les simples, il tirait parti de la profonde puissance qui est dans un tas de plantes dédaignées. La réalité était qu'Ursus était savantas, homme de goût et vieux poète latin. Il était docte sous les deux espèces. Il hippocralisait et il pindarisait. Tant de sciences ne pouvaient aboutir qu'à la famine. L'école de Salerne dit « manger peu et souvent ». Ursus mangeait peu et rarement, obéissant ainsi à une moitié du précepte et désobéissant à l'autre. Mais c'était la faute du public, qui n'affluait pas toujours et n'achetait pas fréquemment. Ursus, au besoin, fabriquait des comédies qu'il jouait à peu près. Cela aide à vendre les drogues. Il était considéré comme bon saltimbanque et bon médecin. Il passait aussi, on le comprend, pour magicien. Un peu, pas trop, car il était malsain à cette époque d'être cru ami du diable. En somme, Ursus n'était point un personnage inquiété par la police. Sa cahute était assez longue et assez large pour qu'il pût s'y coucher sur un coffre où étaient ses hardes, peu somptueuses. Il était propriétaire d'une lanterne, de plusieurs perruques et de quelques ustensiles accrochés à des clous, parmi lesquels des instruments de musique. Il possédait en outre une peau d'ours dont il se couvrait les jours de grandes performances. Il appelait cela se mettre en costume. Il disait « J'ai deux peaux, voici la vraie ». Et il montrait la peau d'ours. La cahute à roue était à lui et au loup. Outre sa cahute, sa cornue et son loup, il avait une flûte et une viole de gambe, et il en jouait agréablement. Il fabriquait lui-même ses élixirs. Il tirait de ses talents de quoi souper quelquefois.
Il y avait au plafond de sa cahute un trou par où passait le tuyau d'un poêle de fonte contigu à son coffre, assez pour roussir le bois. Ce poêle avait 2 compartiments. Ursus, dans l'un, faisait cuire de l'alchimie et dans l'autre des pommes de terre. La nuit, le loup dormait sous la cahute, amicalement enchaîné. Homo avait le poil noir et Ursus le poil gris, Ursus avait 50 ans. à moins qu'il n'en eût 60. Son acceptation de la destinée humaine était telle qu'il mangeait, on vient de le voir, des pommes de terre. Immondice dont on nourrissait alors les pourceaux et les forçats. Il mangeait cela, indigné et résigné. Il n'était pas grand, il était long. Il était ployé et mélancolique. La taille courbée du vieillard, c'est le tassement de la vie. La nature l'avait fait pour être triste. Il lui était difficile de sourire, et il lui avait toujours été impossible de pleurer. Il lui manquait cette consolation, les larmes, et ce palliatif, la joie. Un vieux homme est une ruine pensante. Ursus était cette ruine-là. Une loquacité de charlatan, une maigreur de prophète, une irascibilité de mine chargée. Tel était Ursus. Tel était Ursus. Dans l'intérieur de la cahute, il y avait 2 inscriptions. Au-dessus du coffre, sur la paroi de planche lavée à l'eau de chaux, on lisait ceci, écrit à l'encre et à la main. Seule chose qu'il importe de savoir. Le baron, père d'Angleterre, porte un tortil à 6 perles. La couronne commence au vicomte. Le vicomte porte une couronne de perles sans nombre. Le comte, une couronne de perles sur pointe entremêlée de feuilles de fraisier plus basses. Le marquis, perles et feuilles d'égale hauteur. Le duc, fleuron sans perles. Le duc royal, un cercle de croix et de fleurs de lys. Le prince de Galles, une couronne pareille à celle du roi, mais non fermée. Le duc est très haut et très puissant prince. Le marquis et le comte, très noble et puissant seigneur. Le vicomte, noble et puissant seigneur. Le baron, véritablement seigneur. Le duc est grâce. Les autres pairs sont seigneurie. Les lords sont inviolables. Il n'y a de lords que ceux qui sont pairs. Le lord ne prête jamais serment, ni au roi, ni en justice. Sa parole suffit. Il dit « sur mon honneur ». D'après une loi d'Édouard VI, les lords ont le privilège d'homicide simple. Un lord qui tue un homme simplement n'est pas poursuivi. Toute fille de lord est lady. Les autres filles anglaises sont miss. Un lord ne peut être contraint par corps. Hors le cas de Tour de Londres. Le lord ne relève que des lords. Les lords ne peut être mis à la question, même pour haute trahison. Le lord ne peut être marqué à la main. Le lord est clair, même ne sachant pas lire. Il sait de droit. Un roturier qui frappe un lord a le poing coupé. Le lord est à peu près roi. Le roi est à peu près Dieu. La terre est une lordship. Les Anglais disent à Dieu « milord ». Vis-à-vis cette inscription, on en lisait une deuxième, écrite de la même façon, et que voici. Satisfaction qui doivent suffire à ceux qui n'ont rien. S'ensuit tout un inventaire de propriétés, châteaux, pensions et rentes diverses. En marge du dernier nom, Lord Linnæus Clancharlie, on lisait cette note de la main d'Ursus. Rebelle, en exil, biens, châteaux et domaines sous le séquestre, c'est bien fait.
Les passants pouvaient, par le trou de la lucarne de l'arrière, lire au plafond de la cahute cette enseigne, écrite à l'intérieur mais visible du dehors et charbonnée en grosses lettres. Ursus, philosophe. Chapitre préliminaire 2. Les comprachicos. Qui connaît à cette heure le mot comprachicos? Et qui en sait le sens? Les comprachicos ou comprapequeños étaient une hideuse et étrange affiliation nomade, fameuse au XVIIe siècle, oubliée au XVIIIe, ignorée aujourd'hui. Les comprachicos sont, comme la poudre de succession, un ancien détail social caractéristique. Ils font partie de la vieille laideur humaine. Comprachicos, de même que comprapequeños, est un mot espagnol composé qui signifie les achète petits. Les comprachicos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en dérobaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants? Des monstres. Pourquoi des monstres? Pour rire. Le peuple a besoin de rire. Les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin. Il faut au Louvre le bouffon. L'un s'appelle Turlupin, l'autre Triboulet. Les efforts de l'homme pour se procurer de la joie sont parfois dignes de l'attention du philosophe. Qu'ébauchons-nous dans ces quelques pages préliminaires? Un chapitre du plus terrible des livres, du livre qu'on pourrait intituler « L'exploitation des malheureux par les heureux ». Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, cela a existé. Cela existe encore aujourd'hui. Pour que l'homme hochet réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là, un art. Il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance, on pétrissait la physionomie. Cela faisait des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser. Cette fabrication de monstres se pratiquait sur une grande échelle et comprenait divers genres. Cette vivisection d'autrefois ne se bornait pas à confectionner pour la place publique des phénomènes, pour les palais des bouffons, espèces d'augmentatifs du courtisan, et pour les sultans et papes des eunuques. Elle abondait en variantes. Un de ses triomphes, c'était de faire un coq pour le roi d'Angleterre. Il était d'usage que dans le palais du roi d'Angleterre, il y eût une sorte d'homme nocturne chantant comme le coq. Ce veilleur, debout pendant qu'on dormait, rôdait dans le palais et poussait d'heure en heure ce cri de basse-cour, répété autant de fois qu'il le fallait pour suppléer à une cloche. Il y a 100 ans à peine, à Pétersbourg, les mémoires de Catherine II le racontent, quand le tsar ou la tsarine était mécontent d'un prince russe, on faisait accouplir le prince dans la grande antichambre du palais et il restait dans cette posture un nombre de jours déterminé, miaulant par ordre comme un chat ou gloussant comme une poule qui couve et becquetant à terre sa nourriture. Ces modes sont passés, moins qu'on ne croit pourtant. Aujourd'hui, les courtisans gloussant pour plaire modifient un peu l'intonation.
Plus dans ramasse à terre, nous ne disons pas dans la boue, ce qu'ils mangent. Le commerce des enfants au XVIIe siècle se complétait, nous venons de l'expliquer, par une industrie. Les comprachicos faisaient ce commerce et exerçaient cette industrie. Ils achetaient des enfants, travaillaient un peu cette matière première et la revendaient ensuite. Les vendeurs étaient de toutes sortes, depuis le père misérable se débarrassant de sa famille, jusqu'au maître utilisant son haras d'esclaves. Vendre des hommes n'avait rien que de simple. De nos jours, on s'est battu pour maintenir ce droit. On se rappelle, il y a de cela moins d'un siècle, les lecteurs de Hesse vendant ses sujets au roi d'Angleterre qui avait besoin d'hommes à faire tuer en Amérique. On allait chez les lecteurs de Hesse comme chez le boucher, acheter de la viande. Les lecteurs de Hesse tenaient de la chair à canon. Ce prince accrochait ses sujets dans sa boutique. Marchander, c'est à vendre. Les comprachicos se nommaient aussi les sheilas, mot hindou qui signifie dénicheur d'enfants. Longtemps, les comprachicos ne se cachèrent qu'à demi. Il y a parfois dans l'ordre social une pénombre complaisante aux industries scélérates. Elles s'y conservent. Au besoin, la raison d'État se servait d'eux. Ils furent pour Jacques II presque un instrumentum reni. C'était l'époque où l'on tronquait les familles encombrantes et réfractaires, où l'on coupait court aux filiations, où l'on supprimait brusquement les héritiers. Parfois, on frustrait une branche au profit de l'autre. Les comprachicos avaient un talent, défiguré, qui les recommandait à la politique. Défigurer vaut mieux que tuer. Il y avait bien le masque de fer, mais c'est un gros moyen. On ne peut peupler l'Europe de masques de fer. Tandis que les bateleurs difformes courent les rues sans invraisemblance. Et puis, le masque de fer est arrachable. Le masque de chair ne l'est pas. Vous masquer à jamais avec votre propre visage, rien n'est plus ingénieux. Non seulement les comprachicos ôtaient à l'enfant son visage, mais ils lui ôtaient sa mémoire. Du moins, ils lui en ôtaient ce qu'il pouvait. L'enfant n'avait point conscience de la mutilation qu'il avait subie. Cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face, non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi, et qu'ensuite on l'avait guéri. Guéri de quoi? Il l'ignorait. Des brûlures par le soufre et des incisions par le fer, il ne se rappelait rien. Les comprachicos, pendant l'opération, assoupissaient le petit patient au moyen d'une poudre stupéfiante qui passait pour magique et qui supprimait la douleur. Jacques II toléra les comprachicos. Pour une bonne raison, c'est qu'il s'en servait. Cela lui arriva, du moins, plus d'une fois. Les comprachicos, avec la nuance qui sépare une industrie d'un fanatisme, étaient analogues aux étrangleurs de l'Inde. Ils vivaient entre eux, en bande, un peu baladins, mais par prétexte. La circulation leur était ainsi plus facile. Ils campaient çà et là, mais graves, religieux, et n'ayant avec les autres nomades aucune ressemblance, incapables de vol. Les lois contre les vagabonds ont toujours été très rigoureuses en Angleterre. La loi anglaise, pourtant, de même qu'elle tolérait, on vient de le voir, le loup apprivoisé et domestiqué, devenu en quelque sorte un chien, tolérait le vagabond à état, devenu un sujet. On n'inquiétait ni le saltimbanque, ni le barbier ambulant, ni le physicien, ni le colporteur, ni le savant en plein vent, attendu qu'ils ont un métier pour vivre. Hors de là, et à ces exceptions près, l'espèce d'homme libre qu'il y a dans l'homme errant
faisait peur à la loi. Les Comprachicos, insistons-y, n'avaient rien de commun avec les Gypsies. Les Gypsies étaient une nation. Les Comprachicos étaient un composé de toutes les nations. Un résidu, nous l'avons dit. Cuvette horrible d'eaux immondes. Les gypsies étaient païens, Les Comprachicos étaient chrétiens. et même bons chrétiens, comme il sied à une affiliation qui, bien que mélangée de tous les peuples, avait pris naissance en Espagne, lieu dévot. Ils étaient plus que chrétiens. Ils étaient catholiques. Ils étaient plus que catholiques. Ils étaient romains. En Angleterre, tant que régnèrent les Stuarts, l'affiliation des Comprachicos fut, nous en avons laissé entrevoir les motifs, à peu près protégée. Il n'y avait presque pas d'exemple qu'ils eussent trahi les secrets du roi. C'était, il est vrai, leur intérêt. Et si le roi eût perdu confiance, ils eussent été fort en danger. Ils étaient donc de ressources au point de vue de la politique. En outre, ces artistes fournissaient des chanteurs au Saint-Père. En 1688, il y eut un changement de dynastie en Angleterre. Orange supplanta Stuart. Guillaume III remplaça Jacques II. Jacques II alla mourir en exil, où il se fit des miracles sur son tombeau, et où ses reliques guérirent l'évêque d'Autun de la fistule, digne récompense des vertus chrétiennes de ce prince. Guillaume, n'ayant point les mêmes idées ni les mêmes pratiques que Jacques, fut sévère aux Comprachicos. Il mit beaucoup de bonne volonté à l'écrasement de cette vermine. Comment la route d'Ursus croisa-t-elle celle des Comprachicos? À suivre. Les comédiens du théâtre de l'Adret vous saluent et remercient Lorenzo Socavo, les auteurs, Daniel Dussault, Denis Morin, Bertrand Runtz. David Gauclair, responsable de la direction numérique de l'Université de Strasbourg, La buildeuse Jenny Biwiz pour la construction de ce studio d'enregistrement virtuel. Anne Cordonnier pour sa veille technologique, JPG pour la masterisation de l'émission. ainsi que tous les participants de Lire en chœur. Le livre est ailleurs. Les auteurs aussi Et Victor Hugo. vous attendent pour une nouvelle émission de Lire en chœur. Rendez-vous la semaine prochaine sur le site du Théâtre de l'Adret. www.théâtre-adret.fr et les sites partenaires.